deux chiffres résument un paradoxe africain. Plus de 60% des ressources s'exportent, tandis que moins de 10% de la valeur ajoutée demeure sur le continent. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, défie l'ordre établi en invitant des contingents cubains et vénézuéliens, geste destiné à ancrer une souveraineté militaire, énergétique et sanitaire. Pourquoi ce choix frontal d'Ibrahim Traoré inquiète-t-il autant les capitales occidentales si l'objectif affiché est la stabilité, la sécurité et des services publics plus solides? Et si ce mouvement, discret en apparence, annonçait l'ouverture d'un nouvel équilibre régional, voire d'un précédent continental? La décision d'Ibrahim Traoré de s'allier à Cuba et au Venezuela dépasse un simple geste diplomatique. Elle redéfinit la place du Burkina Faso dans un échiquier mondial longtemps verrouillé par les anciennes puissances coloniales. En rompant avec la logique de dépendance, il promet un modèle inédit, un État africain capable de garantir sa sécurité et son développement sans tutelle extérieure. Cette promesse attire autant qu'elle inquiète. Pour les partisans, elle incarne la renaissance d'une souveraineté authentique. Pour ses détracteurs, elle ouvre un risque d'isolement stratégique. Pourtant, Ibrahim Traoré parie sur une vérité simple. Aucune nation ne peut grandir durablement dans l'ombre d'autrui. Son choix renvoie à une question essentielle. Jusqu'où l'Afrique est-elle prête à aller pour construire sa propre indépendance? Dans le tumulte des réactions occidentales, le Burkina Faso avance une idée dérangeante. La stabilité peut naître d'alliances d'égal à égal. Et si ce pari réussissait, il pourrait transformer non seulement Ouagadougou, mais aussi la manière dont le monde regarde tout un continent. Dès les premiers mois de son mandat, Ibrahim Traoré surprend. Son gouvernement annonce l'accueil conjoint de contingents cubains et vénézuéliens pour appuyer la défense et la santé publique. Ce chiffre inédit, deux alliances simultanées hors du giron occidental, déclenche un débat mondial. Mini-révélation, l'objectif n'est pas seulement militaire, mais sociétal, bâtir une autonomie structurelle où chaque secteur vital cesse d'être dépendant des bailleurs européens. Le contexte éclaire la portée du geste. Depuis plus d'un demi-siècle, le Burkina Faso évolue dans une économie d'aide conditionnée. Les budgets de sécurité, de santé et d'énergie proviennent majoritairement de programmes assortis d'ajustements politiques. En 2023, près de 40% des pays d'Afrique subsaharienne étaient en surendettement. Le pays de Traoré risquait d'y basculer. C'est sur ce terrain qu'il choisit d'introduire un nouveau schéma. Coopération sud-sud, sans dette ni conditions. Les partenaires choisis incarnent cette orientation. Cuba, malgré 6 décennies d'embargo, possède l'un des systèmes médicaux les plus performants du monde en matière de prévention et de formation. Le Venezuela, riche en ressources énergétiques, partage un savoir-faire dans la gestion souveraine du pétrole et de l'électricité. Ensemble, ils offrent au Burkina Faso un échange d'expertise et non de dépendance. Mais derrière cette vitrine d'efficacité se joue une bataille idéologique. Ibrahim Traoré veut démontrer qu'une nation africaine peut croître hors des circuits imposés par le FMI ou la Banque mondiale. Ce pari met en cause la structure même de la domination économique sur le continent. L'Occident, craignant un effet domino, redoute que d'autres sursuivent ce modèle. Le mini-révélateur est là. Sous couvert d'une alliance tactique, le Burkina Faso recompose les règles du jeu. La question n'est plus de savoir si l'Afrique peut se passer de l'aide étrangère, mais combien de temps il lui faudra pour transformer cette audace en stabilité durable. Au cœur de cette mutation, Ibrahim Traoré ne se présente pas comme un idéologue, mais comme un praticien du terrain. Ancien officier, formé dans un contexte d'instabilité chronique, il comprend la vulnérabilité d'un État
qui dépend de l'extérieur pour sa propre sécurité. Sous son impulsion, les premières coopérations cubaines se concentrent sur les zones rurales, là où les services de santé manquent le plus. Les brigades médicales déployées à Kaya et à Fadangourma soignent gratuitement, tout en formant du personnel burkinabé pour assurer la relève. Dans le même temps, les ingénieurs vénézuéliens travaillent avec les équipes locales à la réhabilitation de petites centrales électriques abandonnées depuis des années. Le résultat n'est pas spectaculaire, mais tangible. Plusieurs localités redécouvrent la lumière après des années de pénurie. Ce micro-rétablissement symbolise une reconquête lente mais réelle de l'autonomie nationale. Pour Ibrahim Traoré, ces gestes concrets valent mieux que les discours. Ils prouvent qu'une solidarité sud-sud peut engendrer des transformations mesurables sans dette, sans conditions, sans hiérarchie imposée. Chaque générateur rallumé, chaque centre de santé rouvert devient un argument silencieux contre le fatalisme de la dépendance. Mais cette dynamique naissante ne se résume pas à des succès techniques. Elle agit comme un signal adressé à tout un continent. L'Afrique n'a pas besoin d'attendre la permission pour se reconstruire. Tout commence par une rupture. Dès son accession au pouvoir, Ibrahim Traoré annonce la suspension progressive de plusieurs accords militaires conclus avec des partenaires occidentaux. La décision paraît brutale. Elle survient moins d'un an après le retrait partiel des troupes françaises, encore présentes sous couvert de coopération antiterroriste. Pourtant, pour le nouveau président burkinabé, la logique est claire. Sans indépendance sécuritaire, il ne peut exister d'indépendance politique. La séquence suivante surprend le monde diplomatique. En l'espace de quelques mois, des délégations cubaines et vénézuéliennes arrivent à Ouagadougou. Le premier vol en provenance de La Havane transporte une équipe médicale de 35 praticiens. Le second, venant de Caracas, débarque des techniciens en énergie et en communication. Ces arrivées symbolisent le tournant. Un pays enclavé d'Afrique de l'Ouest choisit de s'appuyer sur des nations d'Amérique latine pour refonder ses structures vitales. Ibrahim Traoré défend ce choix dans une allocution brève. Notre souveraineté n'est pas négociable. Cette phrase, reprise par la presse régionale, devient un slogan national. Dans les rues de Ouagadougou, des affiches fleurissent. Burkina Faso debout, partenaire égal. L'enthousiasme populaire contraste avec la prudence des diplomaties voisines qui observent sans condamner. Le sommet de la tension arrive lorsque plusieurs chancelleries européennes évoquent des sanctions économiques. Des réunions d'urgence se tiennent à Bruxelles et à Paris. Les communiqués officiels parlent d'inquiétude sur la stabilité régionale. Mais au Burkina Faso, la réaction est inverse. Le gouvernement annonce un plan de résilience de 6 mois, substitution d'importations essentielles, développement accéléré de l'agriculture vivrière et création d'un fonds d'urgence financé par des recettes minières. Ce plan devient la colonne vertébrale du redressement interne. Dans les provinces de l'Est, des coopératives agricoles voient le jour avec l'appui logistique du Venezuela. À Bobo Dioulasso, des ingénieurs cubains supervisent la remise en service d'un ancien hôpital régional fermé depuis 2017. Chaque initiative est médiatisée, documentée, utilisée pour construire une narration nouvelle, celle d'un État qui apprend à se relever seul. Pour Ibrahim Traoré, la ligne est simple. Chaque progrès local doit devenir un symbole national. Il multiplie les visites de terrain, parlant directement aux travailleurs, aux infirmières, aux étudiants. Sa présence fréquente dans les zones autrefois marginalisées renforce son image d'homme de rupture et de cohérence. Mais le contraste s'accentue. Tandis que le Burkina Faso mise sur des alliances alternatives, plusieurs bailleurs occidentaux suspendent leurs programmes. Les flux financiers se raréfient, les échanges commerciaux ralentissent. Le pays encaisse le choc, puis
adapte ses circuits. Les exportations d'or et de coton sont redirigées vers de nouveaux partenaires, notamment en Asie et en Amérique du Sud. La chronologie se clôt sur une scène symbolique. À l'aéroport international de Ouagadougou, une banderole proclame: Nous coopérons, nous ne dépendons plus. Ibrahim Traoré y saluait une délégation mixte de médecins, d'ingénieurs et de soldats, venus non pour occuper, mais pour former. Le tournant est consommé. Un État africain assume enfin la responsabilité de son propre destin au risque d'affronter l'isolement. La stratégie d'Ibrahim Traoré s'appuie sur trois indicateurs précis: la réduction de la dépendance extérieure, l'augmentation de la couverture sanitaire et la stabilisation énergétique. Ces chiffres, modestes mais significatifs, tracent la mesure concrète d'une ambition souveraine. D'abord, la dépendance financière. En 2021, près de 8% du budget du Burkina Faso provenait de l'aide extérieure. Fin 2024, ce taux tombe à 52%, selon les données du ministère des Finances. Une baisse de 16 points en moins de 2 ans, c'est la première contraction notable depuis 2005. Le gouvernement attribue ce recul à la réorientation des revenus aurifères et à la réduction des importations d'hydrocarbures grâce aux échanges avec Caracas. Cette diminution, bien que partielle, traduit un transfert d'autonomie inédit. Ensuite, la santé publique. Avec l'appui de Cuba, le nombre de centres de soins communautaires actifs passe de 412 à 587 entre 2023 et 2025. Cela représente une augmentation de 42% des points de service primaires dans les zones rurales. Chaque clinique n'est pas un simple bâtiment. Elle symbolise un fragment de souveraineté médicale, là où, hier encore, l'accès dépendait de programmes d'ONG. Les statistiques du ministère de la Santé montrent aussi une hausse de 12% du taux de couverture vaccinale infantile, confirmant l'impact direct de la coopération cubaine. Enfin, l'énergie et l'autonomie locale. Avant l'arrivée des ingénieurs vénézuéliens, la capacité de production nationale plafonnait à 310 mégawatts. En 2025, les estimations internes prévoient 360 mégawatts, dont 40 mégawatts issus de mini-centrales solaires remises en service. Ce gain de 16% ne bouleverse pas l'économie, mais réduit les coupures chroniques qui paralysaient les petites entreprises. Pour Ibrahim Traoré, chaque mégawatt récupéré est un symbole d'indépendance technique. Ces trois repères, budget, santé, énergie, définissent la courbe de progression d'un pays en apprentissage d'autonomie. Leurs variations ne disent pas seulement la réussite d'une politique, elles marquent le début d'un nouveau langage de gouvernance, centré sur la capacité d'action plutôt que sur la dette. Ce changement d'échelle provoque un contraste saisissant avec les récits occidentaux. Là où certains analystes soulignent la fragilité d'un modèle sans soutien financier massif, Ibrahim Traoré répond par les faits. Chaque pourcentage gagné en autonomie est un point de souveraineté retrouvé. Il ne promet pas la richesse immédiate, mais la maîtrise progressive des leviers essentiels. Le Burkina Faso, dans sa lente remontée statistique, ne prétend pas défier le monde. Il tente simplement de redevenir maître de ses équilibres internes. Et c'est peut-être là que réside la véritable révolution. Transformer les chiffres de survie en indicateurs d'émancipation. Les critiques de la stratégie d'Ibrahim Traoré ne manquent pas. Certains économistes africains redoutent que l'alliance avec Cuba et le Venezuela enferme le Burkina Faso dans un cercle idéologique plutôt que dans une dynamique de croissance durable. Selon eux, s'appuyer sur deux nations déjà affaiblies par des sanctions pourrait fragiliser davantage un pays enclavé, manquant d'accès maritime et de capitaux étrangers.
Il pointe un risque: substituer une dépendance politique à une autre, simplement en changeant de partenaire. Face à cette lecture, les défenseurs du projet avancent un contre-argument fondé sur les faits. D'abord, les bénéfices observés dans les secteurs clés, santé, énergie, agriculture, sont tangibles. Le transfert de compétences cubaines a permis de relancer plusieurs infrastructures sans dette nouvelle, tandis que l'expertise énergétique vénézuélienne a réduit les coupures électriques dans les zones rurales. Ensuite, l'approche sud-sud réhabilite une logique de réciprocité. Chaque partie apporte un savoir, pas une tutelle. Un autre point de tension porte sur la diplomatie régionale. Les sceptiques craignent une marginalisation du Burkina Faso au sein de la CEDEAO, alors que les partisans y voient une opportunité de leadership. Pour eux, Ibrahim Traoré ne s'isole pas, il expérimente. Si le modèle fonctionne, d'autres États pourraient s'en inspirer, notamment se fatiguer des conditionnalités occidentales. Enfin, le débat moral divise. L'Occident accuse Ouagadougou de choisir le camp des autocraties, mais dans les rues burkinabées, cette accusation sonne creux. Le peuple, épuisé par des décennies d'aide inefficace, semble préférer la dignité à la dépendance. Le Stillman ici est clair. L'expérience Traoré n'est ni un rejet du monde, ni une nostalgie révolutionnaire. C'est une tentative mesurée de redéfinir la place de l'Afrique dans ses propres termes. L'Afrique n'a jamais été pauvre, seulement dirigée pour le rester. Cette phrase, prononcée par Ibrahim Traoré lors d'une allocution à Ouagadougou, cristallise le tournant de son projet. En quelques mots, elle condense l'idée centrale. La pauvreté n'est pas une fatalité, mais la conséquence d'un système façonné de l'extérieur. Au milieu du parcours, une révélation s'impose. L'alliance avec Cuba et le Venezuela n'est pas une stratégie de substitution, c'est une école d'autonomie. Elle oblige le Burkina Faso à apprendre, à produire, à réparer au lieu d'attendre l'aide. Les premières formations croisées de techniciens et d'infirmiers démontrent que la dépendance n'est pas une condition naturelle, mais un choix historique réversible. À ce stade, Ibrahim Traoré ne parle plus seulement de souveraineté, il en montre la pratique. Et dans ce geste, le Burkina Faso devient un laboratoire pour tout un continent. Les effets de la politique d'Ibrahim Traoré se manifestent progressivement et chacun touche un groupe distinct au sein du pays, les travailleurs nationaux. Pour les travailleurs nationaux, pour les ouvriers, les enseignants et les agents de santé, l'impact est direct. La hausse des programmes de formation cubains crée des emplois stables et relance l'apprentissage technique. Les ateliers de maintenance solaire et les cliniques communautaires deviennent des pôles d'insertion. Dans les campagnes, on parle de l'énergie Traoré, symbole d'un retour du service public. Cette revitalisation, bien que lente, nourrit une confiance nouvelle envers l'État. Les acteurs économiques. Pour les acteurs économiques, les entreprises locales bénéficient d'un contexte inédit. Réduction des coupures d'électricité, fiscalité simplifiée pour les coopératives, accès facilité à des crédits internes. Le gouvernement publie un rapport indiquant une croissance de 3,8% dans les secteurs non miniers entre 2024 et 2025. Les investisseurs régionaux, longtemps prudents, observent un terrain plus lisible. Pour Ibrahim Traoré, cette embellie prouve que la stabilité ne dépend pas du capital étranger, mais de la cohérence interne. La société civile et la jeunesse, pour la société civile et la jeunesse, dans les universités, les débats sur la souveraineté pratique remplacent les anciens discours sur la dépendance. Les jeunes diplômés participent à des projets d'innovation soutenus par des bourses nationales. Le mot autonomie devient une devise, parfois peinte sur les murs de campus. Cette dynamique culturelle est l'un des succès inattendus du projet Traoré.
faire de l'indépendance une idée désirable, pas seulement une revendication politique. Le voisinage régional et la scène internationale. Pour le voisinage régional et la scène internationale, l'exemple burkinabé agit comme catalyseur. Le Mali et le Niger saluent ouvertement la démarche évoquant des coopérations similaires. L'Union africaine, plus prudente, observe l'expérience tout en reconnaissant le mérite d'une approche non alignée cohérente. En revanche, plusieurs chancelleries occidentales expriment leurs préoccupations et suspendent des aides bilatérales. Cette tension révèle l'enjeu réel, la redéfinition du pouvoir d'influence sur le continent. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré résume la situation d'une phrase: ce que nous perdons en confort, nous le gagnons en liberté. Pour la première fois depuis longtemps, un pays d'Afrique de l'Ouest oriente son destin sans mandat extérieur. Les conséquences économiques restent fragiles, mais politiques et symboliques, elles sont immenses. L'idée d'un Burkina modèle se diffuse lentement, portée par la conviction qu'une autre voie africaine n'est pas assez possible. L'avenir du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré se dessine selon trois trajectoires possibles, l'une prudente, l'autre ambitieuse, la dernière risquée. Dans le premier scénario, la base, stabilité progressive. Dans cette hypothèse, les alliances avec Cuba et le Venezuela se consolident sans provoquer de rupture majeure. Les programmes de santé et d'énergie atteignent leurs objectifs initiaux. La croissance demeure modeste, autour de 4%, mais les services publics se redressent. Le pays maintient un équilibre entre réformes internes et vigilance diplomatique. Ce scénario suppose que les tensions avec les puissances occidentales s'apaisent grâce à la neutralité prudente d'autres États africains. Dans le second scénario, l'optimiste, effet domino régional. Si les résultats concrets continuent de se multiplier, réduction des dettes, amélioration de la couverture médicale, stabilité de l'électricité, d'autres nations pourraient s'en inspirer. Le Mali, le Niger ou la Guinée pourraient renforcer la coopération Sud-Sud. Le Burkina Faso deviendrait alors un modèle, un laboratoire d'indépendance. Dans ce cas, Ibrahim Traoré verrait sa stature continentale grandir et une nouvelle diplomatie africaine émergerait, centrée sur la complémentarité au lieu de la concurrence. Dans le troisième scénario, le pire, pression et isolement. Les, san- les sanctions économiques pourraient s'intensifier. Le retrait d'aide européenne et la réduction des exportations minières creuseraient un déficit budgétaire supérieur à 5% du PIB. Les pénuries, les pénuries ressurgiraient, fragilisant la légitimité politique du gouvernement. Ce scénario impliquerait aussi des campagnes de désinformation visant à délégitimer les réformes et à semer le doute dans l'opinion publique. Entre ces trois voies, Ibrahim Traoré joue une partition étroite, démontrer qu'un pays peut rester souverain sans se refermer. Le pari est audacieux, mais il repose sur une idée centrale. Si le Burkina Faso parvient à transformer son indépendance en prospérité partagée, alors la relation entre l'Afrique et le reste du monde changera de nature. Ce n'est pas seulement un enjeu économique, c'est un test de crédibilité historique. Et si la liberté, une fois conquise, devenait enfin un moteur de développement? Derrière les chiffres et les discours, il reste une dimension humaine, ce que cette transformation signifie pour les Burkinabés ordinaires. Dans les marchés de Ouagadougou, dans les villages du Sahel, les conversations ne portent plus seulement sur la survie, mais sur la dignité retrouvée. Les mots indépendance et fierté reviennent non comme des slogans, mais comme des expériences vécues. Pour les mères qui amènent leurs enfants dans les nouveaux dispensaires cubains, le changement est palpable. Les soins sont gratuits, les médecins présents, les files d'attente plus courtes. Pour les agriculteurs, l'électricité revenue permet d'irriguer la terre et de stocker la récolte. Et pour les étudiants, les bourses locales prouvent qu'un avenir
peut se construire sans visa. Dans ce climat d'espoir prudent, Ibrahim Traoré devient un repère plus qu'un dirigeant. Sa présence fréquente dans les médias nationaux rassure, même quand les difficultés persistent. Il parle d'efforts collectifs, de résistance tranquille, d'une Afrique qui refuse la mendicité politique. Ce ton sobre, sans emphase, tranche avec la rhétorique triomphante du passé. Mais la promesse du renouveau ne peut se limiter à un seul homme. Elle exige que chaque citoyen s'approprie la cause de la souveraineté, que l'idée d'autonomie quitte les discours pour habiter les gestes, consommer local, produire ensemble, partager les savoirs. Pour Ibrahim Traoré, la souveraineté n'est pas un mot d'ordre, c'est une méthode. Son gouvernement ébauche une feuille de route en 5 étapes, où chaque action mesure la cohérence du projet national. Première étape, consolider les secteurs vitaux. Santé, énergie et sécurité restent prioritaires. L'objectif est de rendre chaque province capable de gérer ses infrastructures de base sans recourir à l'aide extérieure. Deuxième étape, renforcer la formation. En collaboration avec Cuba, des écoles techniques et médicales voient le jour à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Le pari, former localement les compétences nécessaires au maintien du système. Troisième étape, diversifier les partenaires. Le Burkina Faso s'ouvre à d'autres pays du Sud global, Brésil, Inde, Algérie, pour éviter toute dépendance bilatérale. Ibrahim Traoré insiste. Notre souveraineté repose sur la pluralité. Quatrième étape, créer une économie circulaire africaine. Les exportations d'or et de coton devront financer les industries locales, non les dettes. Le but est de fermer le cycle, produire, transformer, consommer. Cinquième étape, inscrire cette démarche dans une gouvernance mesurable. Des indicateurs publics de souveraineté, autosuffisance énergétique, part locale du budget, indépendance sanitaire, sont publiés trimestriellement. Chaque donnée devient un instrument de transparence. Ces étapes ne garantissent pas le succès, mais elles tracent un cap. Si le Burkina Faso maintient la discipline qu'Ibrahim Traoré revendique, alors la souveraineté cessera d'être une idée pour devenir un système. Et c'est là toute la différence entre l'indépendance proclamée et celle vécue. Le crépuscule tombe sur Ouagadougou. Dans un centre de santé récemment rouvert, la lumière d'une ampoule éclaire un enfant soigné par un médecin cubain. La scène semble anodine, mais elle condense tout le sens du parcours initié par Ibrahim Traoré, rendre au pays la maîtrise de sa propre destinée. Quelques mois plus tôt, ses murs étaient vides, ses lits froids, ses visages inquiets. Aujourd'hui, un souffle nouveau traverse la ville. On ne parle plus seulement d'aide, mais d'effort, de souveraineté, mais aussi de solidarité. C'est là que se trouve la victoire invisible du Burkina Faso, dans la réconciliation entre dignité et espoir. Ibrahim Traoré, figure d'un renouveau discret, incarne cette persévérance tranquille. Il ne promet pas un miracle, mais la continuité d'un combat. Un combat contre la résignation. Un combat pour le droit d'exister à sa manière. Et s'il fallait résumer cette transformation en une phrase, la liberté ne se reçoit pas, elle se construit jour après jour. Le Burkina Faso trace aujourd'hui un sillon que d'autres nations africaines pourraient suivre. Ce mouvement, initié par Ibrahim Traoré, ne se veut pas une rupture contre le monde, mais une réinvention du dialogue. En choisissant de coopérer d'égal à égal avec Cuba et le Venezuela, le pays affirme une conviction simple: la dignité ne se négocie pas. L'enjeu dépasse les frontières. Il interroge chacun d'entre nous, Africains, observateurs, citoyens du monde, sur notre conception de la liberté. Voulons-nous d'une Afrique éternellement assistée ou d'un continent qui s'assume, invente, partage? Ce que montre Ibrahim Traoré, c'est qu'un État, même modeste, peut inspirer sans dominer, qu'un peuple peut exister sans s'effacer.
et qu'un changement de regard peut précéder un changement de destin. Alors, à vous qui lisez ces lignes, que signifie pour vous l'indépendance au XXIe siècle? La véritable question n'est peut-être pas de savoir si l'Afrique a besoin du monde, mais si le monde peut encore avancer sans elle.